Alors aujourd'hui, on tombe le haut. On va prendre l'air un peu. Alors ça va faire 5 mois que je roule en voiture électrique et je me suis dit que ce serait assez intéressant de reprendre une thermique pour voir un peu qu'est-ce que ça faisait quand on roulait avec ce genre de voiture avant. Alors j'ai décidé de prendre un modèle un petit peu sympa, à savoir une Fiat 124 Spider, 1,4 litre turbo, 140 chevaux, boîte mécanique à 6 rapports. Alors cette voiture est basée sur la Mazda MX-5, qui est le petit roadster japonais qu'on connaît bien depuis 30 ans. Quand Mazda a voulu développer la 4e génération de sa voiture, il cherchait un partenaire pour répartir les coûts de développement. Et le groupe Fiat, dirigé par Sergio Marchionne à l'époque, a répondu présent. Et l'idée initiale, c'était d'avoir une version Alfa Romeo basée sur cette Mazda MX-5 de 4e génération. Les réunions se sont enchaînées chez Fiat et tout le monde n'était pas spécialement chaud pour qu'une Alfa Romeo soit fabriquée au Japon. Et finalement, il a été décidé qu'il était peut-être plus acceptable que la voiture intègre la gamme Fiat. Donc c'est ainsi que le marketing est allé chercher la Fiat 124 Spider des années 60, 70, 80 pour donner un peu de crédit à cette voiture. Donc au niveau design, je trouve que c'est une franche réussite, surtout dans ce rouge très joli. On a des dimensions qui sont un peu plus importantes que la Mazda et la voiture est un peu plus large de l'arrière et ça fait vraiment très dynamique, j'aime beaucoup. Il y a deux petits défauts au niveau du design à mon avis. C'est le feu avant que je trouve pas très heureux avec les feux de jour en forme de triangle inversé et la jonction entre l'aile avant et le pare-choc qui est une espèce de ligne pas très heureuse au niveau de la face avant. Mais à part ça vraiment c'est très réussi, le petit pare-brise et les arceaux façon alu, c'est très beau. C'est une voiture qui a été vendue jusqu'à fin 2019 avec une gamme à partir de 25-26 000 €, donc c'était vraiment pas très cher. Une version Fiat, donc comme celle-ci, en 140 chevaux, et une version Abarth avec le même moteur poussé à 170 chevaux. Tant esthétiquement qu'à la conduite, je trouve que cette version Fiat se suffit amplement. D'autant qu'elle était vendue nettement moins cher que la version Abarth à l'époque. Mazda a toujours eu à cœur de faire un véhicule léger lorsqu'il s'agissait de son petit roadster. Et la dernière génération de MX-5 est homologuée à 975 kg à vide dans sa version de base. Et par rapport à cette Mazda, la Fiat pèse 75 kg de plus, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est un petit peu plus grande, donc forcément ça fait un peu de matière en plus. Le moteur n'est pas le même, on a un moteur turbo sur la Fiat, donc forcément ça entraîne un peu de poids supplémentaire. Et le fait que ce soit un moteur turbo fait que la voiture a plus de couple, et donc la boîte de vitesse n'est pas la même non plus pour pouvoir encaisser le couple supplémentaire de la Fiat. Donc là on est à 70 km/h, je ne sais pas si on entend bien le vent. Une fois les vitres montées, les remous sont très bien gérés, hein. On a très peu de perturbations. On devrait mieux s'entendre. Je vous l'ai dit en intro, j'étais très curieux de reprendre le volant d'un véhicule thermique après 5 mois passés à l'électrique. Donc je vais vous donner mes impressions de conduite et ayez bien l'idée que mes références ce sont à la fois les véhicules électriques que j'ai pu essayer ces derniers mois et ma Twingo naturellement avec laquelle je roule au quotidien, mais aussi la Mini Cooper que j'avais auparavant pendant 3 ans. Je n'ai pas conduit la dernière MX-5, donc je ne vais pas établir une comparaison avec la Mazda ici. La voiture est très confortable, il faut s'entendre, hein, c'est censé être un petit roadster sportif, avec des jantes 17 pouces je crois, et des pneus taille basse. Et pourtant elle se comporte très bien sur les routes un peu défoncées ou sur les ralentisseurs. Et c'est très appréciable, c'est pas pour autant qu'elle est désagréable à conduire. Il y a un petit peu de roulis, mais je pense que ça ajoute au charme de la conduite de ce genre de voiture, plus que ça handicape le plaisir. Et de manière assez surprenante, autant les suspensions sont assez confortables, autant les commandes telles que la direction surtout sont assez lourdes. Et pour une voiture aussi légère, je m'y attendais pas. J'ai pas la sensation de légèreté que je pourrais attendre quand je vois la masse annoncée sur la fiche technique. La voiture est un roadster, hein, donc avec le moteur 4 cylindres placé en position longitudinale avant, des roues arrière motrices, une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports entre les deux, le tout parfaitement réparti au niveau des masses avec 50% sur le train avant, 50% sur le train arrière. Une voiture très bien équilibrée. Outre la fermeté de la direction,
Un autre point qui m'a pas spécialement convaincu sur cette voiture, c'est le moteur. Un 4 cylindres 1,4 litre turbo de 140 chevaux. Et il est intéressant de le comparer au moteur que j'avais sur ma Mini, qui est un 3 cylindres 1,5 litre turbo de 136 chevaux. Donc une architecture un petit peu différente, mais une cylindrée et une suralimentation de la même manière. Et par rapport à la MX-5 qui dispose de moteurs atmosphériques, je m'attendais vraiment à ce que cette Fiat profite des turbos pour avoir beaucoup de couple à bas régime et reprenne vraiment sur un filet de gaz, quel que soit le rapport. J'avais l'habitude de ça sur ma Mini. Or, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu un turbo à l'ancienne. Il faut attendre de bien dépasser 2000 voire 2500 tours minute pour que la voiture commence à accélérer franchement. Donc, si vous voulez faire une reprise sur un filet de gaz en troisième, eh ben, le turbo ne va pas se déclencher. Dans le cadre de la Mini, on voit que le couple maximum est disponible dès 1250 tours minute jusqu'au régime de puissance maximum, une valeur de couple qui est constante entre ces deux régimes. Donc ça fait qu'on a une accélération qui est très linéaire. Pour la Twingo, c'est la même chose. Vu que c'est un véhicule électrique, on a une valeur de couple maximum accessible dès les premiers tours de roue jusqu'au régime de puissance maximum. Donc là, pareil, on a une accélération très linéaire et très efficace lorsqu'il s'agit de faire des reprises. En comparaison, la Fiat 124, même si elle a un turbo, a une valeur de courbe en cloche, comme vous pouvez le voir. Une fois que le turbo est déclenché, eh ben, le couple maximum est atteint sur un pic et baisse petit à petit jusqu'au régime de la puissance maximum. Donc ça fait que les performances telles qu'on les ressent dans la vraie vie, on va dire jusqu'à 80 km/h sur route, ne sont pas spécialement extravagantes. Pour être honnête, j'ai beaucoup plus la banane lorsque j'appuie à fond sur l'accélérateur de ma Twingo, puisque naturellement sur les voitures électriques, le couple est disponible tout de suite et ça repart. Là, même quand je rentre un rapport ou deux, faut attendre quoi. Faut attendre que ça parte. Et pour en revenir à la masse de la voiture, donc annoncée à 1050 kg, à vide, tout plein fait et tout homologué, finalement la masse doit être assez similaire à ce que j'avais sur la Mini. Et entre les deux, je trouve que celle-ci, la Fiat, fait un peu plus lourde à conduire. Et je pensais pas que ça ferait ça. On m'a toujours parlé de la légèreté de la Mazda MX-5 et je m'attendais vraiment à retrouver quelque chose de très incisif sur cette voiture. L'architecture propulsion fait que la tenue de route est extrêmement saine, extrêmement plaisante. On n'a pas quelque chose de caricatural comme sur la Mini, mais je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus précis. Un autre point que je regrette, concernant l'usage de cette voiture, le siège est un peu étroit. Il est confortable, et c'est un siège baquet qui tient bien, mais je pense que je suis trop grand pour ce siège. Je fais 1m83 et je suis pas spécialement très grand ni très large, mais je me sens un petit peu engoncé dans ce siège. Un autre défaut un peu plus mineur, celui-ci, la voiture n'a quasiment pas de rangement dans l'habitacle, on n'a pas de bac de portière, on n'a pas de porte-gobelet, on n'a pas de boîte à gants. Les seuls rangements qu'on a, c'est entre les sièges. On a une petite boîte qui verrouille, qui permet de ranger un gilet jaune et les documentations de la voiture. On a aussi un petit rangement derrière chaque siège aussi, qui est quasiment inaccessible et qui n'est pas très utile. Ça fait vraiment plaisir de reprendre le volant d'un cabriolet. Ça faisait longtemps que j'étais pas rentré dans un cabriolet, donc j'étais vraiment plus sûr de savoir si j'allais aimer ça. Franchement, j'aime bien d'avoir la vue complètement dégagée au-dessus, c'est assez inimitable. Le tout dans une belle voiture qui se comporte bien sur la route, c'est vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vraiment hâte que des versions électriques de ces petits cabriolets qu'on aime bien arrivent sur le marché. Ça arrivera, soyons rassurés, le monde électrique ne se cantonnera pas qu'au SUV, mais il va falloir attendre encore un peu parce que forcément c'est un marché de niche. Oui, la vivacité de ce châssis plus la réactivité de l'électrique, ça va vraiment faire quelque chose d'absolument superbe sur la route. Donc voilà, mon ressenti au volant d'un véhicule thermique après 5 mois d'électrique est très surprenant vraiment à reprendre en main, mais pas désagréable. Alors dites-moi si vous roulez en électrique, est-ce que vous avez déjà pu reprendre le volant de véhicules thermiques? Lesquels? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravi de vous lire. En attendant, je vous souhaite une bonne route. Et je vous dis à bientôt. Et je vous offre un bonus.